Aujourd'hui, il est communément admis que la drogue est un élément important de la Blitzkrieg. Elle permit entre autres aux soldats allemands de progresser pendant plusieurs jours sans dormir. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La drogue est presque institutionnalisée dans l'Allemagne des années 30 et est consommée par toute la population. Pour autant, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers la drogue. Mais vous allez voir que cela permet d'approfondir un certain nombre de points. Si le national-socialisme est un poison, vous allez voir que ce n'est pas le seul élément à avoir empoisonné le peuple allemand. Je vous propose donc aujourd'hui de voir un peu plus en détail les composantes de ce cartel allemand. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parle pas allemand, que l'allemand n'est pas ma langue maternelle, et donc il est fort probable que j'écorche un certain nombre de noms et de mots. Je rappelle également que cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation de drogue, que la drogue est dangereuse pour la santé et que sa consommation est interdite. Ceci étant dit, on peut y aller. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut revenir un peu en arrière au début du 19e siècle, plus précisément en 1805. Nous sommes alors dans la petite ville de Paderborn en Westphalie. C'est là qu'un commis de pharmacie du nom de Friedrich Wilhelm Serturner entreprend des expériences sur la résine de pavot, aussi appelée opium. Il mène des expériences sur l'élément actif de la plante qui varie fortement en fonction des conditions de croissance de cette plante. Il parvient finalement à isoler la morphine, capable de transformer la douleur en plaisir. Pour être exact, la morphine a été découverte l'année précédente en 1804 par 3 Français. Mais c'est bien Serturner qui va réaliser que la substance isolée est un alcaloïde et qui va la baptiser morphium, en référence au dieu grec des songes, Morphée. Cette découverte est bien entendu un tournant pharmaceutique majeur. Avec cette découverte, les opiacés vont pouvoir être dosés et la douleur contrôlée. Et rapidement, cette substance va se répandre dans les pharmacies et chez les apothicaires. En 1827, à Darmstadt, Emmanuel Merck, le propriétaire de la pharmacie Engel, va se lancer dans la production d'alcaloïdes. C'est ainsi que vont naître les entreprises Merck et à sa suite toute l'industrie pharmaceutique allemande. Avec l'invention de la seringue au milieu du siècle, la morphine se diffuse encore plus largement. Les anesthésiants et les analgésiques à base de morphine vont se diffuser dans le monde entier et vont être utilisés non seulement pour les blessés de guerre, mais également pour les populations civiles. De son côté, l'industrie pharmaceutique allemande ne cesse de se développer. En 1897, Felix Hoffmann, un chimiste des entreprises Bayer, va créer la toute première drogue de synthèse, la diacétylmorphine, qui sera commercialisée sous le nom d'héroïne. On l'utilise alors comme remède contre les maux de tête et les malaises, et on retrouve même des traces d'héroïne dans la composition des sirops contre la toux. Grâce à des chimistes et à des ingénieurs de qualité, l'Allemagne devient l'usine chimique du monde, et ces drogues sont réputées pour leur grande qualité. Après la Première Guerre mondiale, la consommation de drogue va fortement augmenter en Allemagne pour répondre aux souffrances physiques causées par la guerre et aux souffrances psychologiques causées par la défaite. Les entreprises pharmaceutiques allemandes vont encore se développer et devenir leader mondial en matière de drogue. Entre 1925 et 1930, 91 tonnes de morphine sont produites en Allemagne, ce qui représente 40% de la production mondiale. De même, les entreprises Merck, Boehringer et Knoll contrôlent 80% de la production mondiale de cocaïne et leurs produits sont réputés pour leur grande qualité. Parallèlement, on refuse de reconnaître les causes de la défaite de 1918, le mythe selon lequel les soldats allemands ont été trahis par leur propre pays, en particulier par les forces de gauche, va se développer. Cela va contribuer à augmenter la consommation de drogue chez les Allemands. En 1928, pour la seule ville de Berlin, 73 kilos de cocaïne sont écoulés dans les pharmacies. La drogue n'est pas vendue sous le manteau, mais directement en pharmacie sur ordonnance. D'ailleurs, 40% des médecins seraient eux-mêmes morphinomanes. Mais certaines couches de la population, en particulier les nazis, les communistes et une partie de l'aristocratie, vont fortement critiquer cette corruption des mœurs. Les nazis veulent déjà remplacer la consommation de drogue par l'idéologie. Et ils s'y attellent par des discours populistes, des retraites au flambeau ou d'impressionnantes manifestations. Les nazis détestent les stupéfiants car ils veulent créer eux-mêmes l'effet de la drogue. Et ils y parviennent plutôt bien, comme en témoigne la victoire d'Hitler aux élections de 1933.
Après leur prise de pouvoir le 30 janvier 1933, les nazis vont asphyxier cette culture des plaisirs opiacés qui sévit dans la population depuis les années 20. Les drogues deviennent tabous car elles procurent d'autres illusions que le national-socialisme. Le mythe d'un Hitler abstinent, ascète avec une hygiène de vie irréprochable va être diffusé par la propagande nazie. Comme vous le verrez par la suite, ce n'est pas forcément le reflet de la réalité. Mais pour l'heure, en 1933, le régime nazi installe une politique anti-drogue. Dès novembre, une nouvelle loi autorise à placer de force dans un centre fermé tout toxicomane. Le secret médical est également levé pour les consommateurs de drogue, et les médecins qui sont eux-mêmes toxicomanes risquent d'être suspendus. L'ordre des médecins invite également à dénoncer les toxicomanes qui sont envoyés dans des centres de désintoxication forcés. Certains, qui sont considérés comme héréditairement non conformes, sont même envoyés dans des camps de concentration. L'État dictatorial met en place ce qu'il appelle une gouvernance sanitaire, en s'appuyant sur les médecins, sur l'assurance maladie, sur les pharmaciens, sur la police et même sur les délations populaires. En 1935, la loi de santé conjugale précise que les toxicomanes souffrent de personnalités psychotiques et ils ont désormais interdiction de se marier afin d'éviter toute anomalie psychique chez leurs enfants. Au début de la guerre, certains toxicomanes sont même assassinés. De plus en plus, la politique anti-drogue des nazis se met au service de l'oppression, de l'exclusion et même de l'extermination de certaines minorités et de personnes marginales. D'ailleurs, la politique anti-drogue se mêle à la politique antisémite. Les juifs sont considérés comme un poison pour la société au même titre que les drogues. C'est dans ce contexte que va émerger un personnage qui sera très important pour la suite, le docteur Théodore Morel. Médecin dans un cabinet dermatologique à Berlin, le docteur Théodore Morel retrouve un matin de 1933 le mot juif tagué sur son cabinet. Les SA l'ont soupçonné d'être lui-même juif à cause de son teint basané. Afin d'éviter tout nouveau vandalisme, il va décider d'adhérer au NSDAP, le parti nazi. Et cette adhésion au parti va booster l'activité de son cabinet. Il va alors se spécialiser dans un domaine peu connu à l'époque, les vitamines. Et cela va lui apporter une clientèle toujours plus chic, avec des actrices, des sportifs ou des aristocrates. C'est finalement au printemps 1936 que les choses vont véritablement changer pour le docteur Morel. Il reçoit un coup de téléphone du NSDAP lui demandant de venir soigner Heinrich Hoffmann, le reporter et le photographe du Reich pour le NSDAP. Morel est choisi en raison de sa spécialité dans les maladies vénériennes, mais également pour sa discrétion. Il se rend donc à Munich pour soigner son patient. Mais Heinrich Hoffmann n'est pas un simple photographe, c'est aussi un proche d'Hitler à qui il a d'ailleurs présenté Eva Braun en 1929. Après avoir traité Hoffmann, Morel est invité à un dîner auquel participe également le Führer, à qui l'on a dit beaucoup de bien du docteur Morel. Au cours du repas, Hitler évoque des problèmes gastriques et Morel s'empresse de lui parler d'un nouveau traitement révolutionnaire. Quelques jours plus tard, le docteur Morel se rend au domicile personnel du Führer pour une consultation. Morel lui administre un traitement composé de souches bactériennes, ce qui remet totalement Hitler d'aplomb. Par la suite, Morel deviendra le docteur personnel d'Hitler. Hitler a toujours refusé d'être examiné par des médecins, mais pourtant, il exigeait en permanence d'être en forme. Alors quand le docteur Morel lui propose de régler tous ses soucis par une simple injection de vitamines et de glucose, Hitler est enchanté. Et il est encore plus enchanté quand il voit la rapidité avec laquelle son état de santé s'améliore. À partir de 1937, il n'est pas rare qu'il reçoive plusieurs injections par jour. Le docteur Morel, lui, abandonne son cabinet berlinois et s'occupe désormais à plein temps d'Hitler. Durant ses premières années de traitement, Hitler n'a jamais été autant en forme. L'adhésion du peuple est toujours plus forte et la politique économique et autarcique du régime nazi a augmenté le niveau de vie des Allemands. Les plans de conquête sont également dans les tuyaux. Seulement, la Première Guerre mondiale a montré que l'Allemagne ne disposait pas de suffisamment de ressources naturelles pour alimenter une économie de guerre. Il faut donc développer la production artificielle. Göring va prendre une série de mesures visant à rendre le Reich autosuffisant pour toute matière que l'Allemagne peut produire elle-même. Et cela vaut également pour les stupéfiants. Même si la politique anti-drogue des nazis a fait fortement diminuer la consommation de cocaïne et de morphine, on pousse au développement de stimulants artificiels, ce qui va redynamiser l'industrie pharmaceutique allemande.
Les entreprises pharmaceutiques allemandes vont se mettre en accord avec l'idéologie nazie et cherchent désormais à développer des stimulants pour augmenter la productivité au travail. Et ce sont les usines Temmler qui ont les résultats les plus probants grâce à leur chimiste en chef, Fritz Hauschild. Ce dernier va utiliser des travaux japonais qu'il va améliorer. Il finit par mettre au point à l'automne 1937 un nouveau moyen de synthétiser de la méthamphétamine. Finalement, le 31 octobre 1937, les usines Temmler déposent le brevet pour ce nouveau produit, la méthylamphétamine, non commerciale, pervitine. La pervitine agit un peu comme l'adrénaline en stimulant les cellules du cerveau qui produisent les neurotransmetteurs. Cela provoque une sorte de feu d'artifice neuronal avec un regain d'énergie immédiat. Les sens sont accrus, la confiance en soi est augmentée, on se sent plus efficace, on a l'impression de réfléchir plus rapidement et on a une légère impression d'euphorie. Bref, c'est un coup de fouet artificiel. La pervitine empêche aussi les neurotransmetteurs de retrouver une activité normale, ce qui permet des effets assez longs, parfois supérieurs à 12 heures. Mais évidemment, cette drogue provoque aussi de sérieux effets secondaires. Cette stimulation neuronale entraîne une surchauffe du cerveau, si bien qu'au bout d'un moment, les cellules finissent par mourir de façon irrémédiable. Cela provoque des troubles du langage et de la concentration, et parfois même une dégradation complète des fonctions cérébrales comme la mémoire ou les sentiments. Des effets à court terme sont aussi constatés. La pervitine vide complètement les réservoirs hormonaux qui vont mettre plusieurs semaines à se régénérer. Si le consommateur ne reprend pas une dose lorsque les effets se dissipent, le corps aura moins de neurotransmetteurs à disposition. Vont alors apparaître apathie, tristesse, dépression et troubles cognitifs. Ces effets sont connus dès le début, mais les usines Temmler vont royalement les ignorer, appâtées par le potentiel commercial de leurs produits. Une énorme campagne publicitaire est lancée et des échantillons sont envoyés à tous les médecins de Berlin et dans tous les gros cabinets médicaux dans toute l'Allemagne. La pervitine est vendue comme un remède contre à peu près tout et garantit le retour à la joie de vivre. C'est également un remède contre les effets de manque provoqués par l'arrêt de l'alcool ou de la cocaïne. Car en plus, contrairement à la cocaïne, la pervitine est légale et le succès est immédiat. Avec la loi antidrogue des nazis, les Allemands en manque de stupéfiants attendent une substance comme celle-ci depuis longtemps et la pervitine se vend comme des petits pains. En consommer devient aussi naturel que de consommer du café. Que ce soit la secrétaire qui veut taper plus vite à la machine, l'écrivain qui veut passer une nuit blanche pour bosser sur son prochain livre, ou l'ouvrier qui veut augmenter sa productivité, tout le monde consomme de la pervitine. Elle devient un élément incontournable de la société productiviste qui est en plein essor à ce moment-là. De nouveaux effets positifs sont sans cesse découverts par les spécialistes, comme par exemple la diminution du sentiment de peur, si bien que les effets négatifs sont totalement occultés par ces mêmes spécialistes. La diffusion de la pervitine couplée au redressement militaire et économique de l'Allemagne porte à croire que le pays sort enfin de sa dépression généralisée. Et sur la scène internationale, les premiers succès diplomatiques arrivent avec la remilitarisation de la Rhénanie et l'annexion de l'Autriche. Mais Hitler en veut toujours plus. Et sans que cela ne soit prévu, le docteur Morel va l'y aider. Dans la nuit du 15 mars 1939, Emil Hácha, le président tchécoslovaque, est plus ou moins contraint de se rendre à Berlin. Mais il refuse de signer des documents autorisant les Allemands à prendre possession de la Bohême-Moravie. C'est alors que Hácha, qui avait la santé fragile, tombe en syncope. Hitler appelle en urgence le docteur Morel, qui administre un puissant remontant au président. Ce dernier revient à lui et signe les papiers dans la foulée. Le lendemain, les troupes allemandes entrent dans Prague. Par la suite, Emil Hácha demeurera un fidèle client du docteur Morel. En ce début d'année 1939, Hitler et le parti nazi n'ont jamais été aussi populaires. Car la politique d'Hitler semble payer et les efforts de productivité du peuple, dopés à la pervitine, semblent eux aussi payer. L'utopie de l'harmonie sociale d'une communauté soudée est là. En réalité, la pervitine a le rôle de ciment en comblant les fissures de la société dans ce tableau idéologique. La pervitine permet à l'individu de fonctionner sous la dictature. Et cela permet à Hitler de passer à l'étape suivante, la guerre. Vous l'imaginez, avec une telle efficacité sur les civils, la pervitine ne tarde pas à atteindre l'armée. C'est l'occasion d'introduire un nouveau personnage dans notre histoire,
le professeur Otto Ranke, qui est nommé en 1937 à la tête de l'Institut de physiologie militaire. La physiologie militaire sert, en gros, à augmenter les performances des soldats tout en diminuant les dommages qui peuvent leur être causés. À cette époque, le but est surtout de faire en sorte que les soldats restent le plus longtemps possible opérationnels et ainsi éviter que la machine de guerre ne se grippe. Ranke va par exemple mettre au point de nouvelles lunettes pour protéger les motards de la poussière ou de nouveaux casques pare-balles qui laissent passer la transpiration pour les troupes de l'Afrika Korps. En 1938, ce département est l'un des plus petits et ne comporte, en plus du professeur Ranke, que 4 personnes et quelques employés civils. Mais Ranke a bien l'intention de développer son département. Le cheval de bataille de Ranke, c'est la lutte contre la fatigue. Comme il le dit lui-même, le jour du combat, la fatigue peut décider de la victoire. Et c'est en 1938 qu'il entend parler de la pervitine et de ses bienfaits. Il décide alors de l'expérimenter sur 150 élèves officiers médecins volontaires. Le rapport de cette expérimentation conclut que la pervitine ne rend pas plus intelligent, mais qu'elle préserve du sommeil. Cela semble donc idéal pour un soldat. Mais Ranke se rend compte des effets dévastateurs de la drogue. Les étudiants sont particulièrement consommateurs de pervitine, à tel point que l'université de Munich est obligée d'aménager une salle spéciale pour prendre en charge les étudiants en surdose de pervitine. En voyant cela, Ranke tente de faire marche arrière. Il alerte l'université sur les dangers de la pervitine. Une semaine avant l'invasion de la Pologne, il écrit au médecin général de l'état-major pour l'avertir sur les dangers de la pervitine et restreint dans son utilisation à des situations exceptionnelles d'urgence. Mais c'est trop tard. La Wehrmacht débarque en Pologne avec de la pervitine plein les poches et sans aucune indication posologique. Elle est administrée et consommée de façon totalement arbitraire. La plupart des soldats consommant de la drogue lors de la campagne de Pologne en semblent plutôt satisfaits. Les seuls effets secondaires mentionnés sont des hallucinations et une déformation des couleurs après plusieurs pilules. La pervitine leur permet surtout de faire leur travail, y compris tuer, sans se poser trop de questions sur les raisons de leur présence dans ce pays étranger. La pervitine rend les soldats plus alertes et leur permet d'avancer nuit et jour sans fatigue et contribue à l'écrasement éclair de l'armée polonaise. Quelques médecins militaires s'inquiètent quand même qu'on laisse ce produit en libre accès aux soldats sans aucun contrôle sur leur consommation. Mais ces messages sont marginalisés et la plupart des commandants demandent davantage de pervitine. Et ils en auront besoin car le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais cette guerre, personne ne veut la faire. Le souvenir de 14-18 est encore dans toutes les mémoires et l'orgueil nationaliste de cette époque n'est plus là. Les Allemands non plus ne veulent pas faire cette guerre, que ce soit les civils, les soldats ou les généraux, ils ne sont pas prêts. Les Alliés ont pour eux la supériorité technique et numérique. Même si Hitler semble pressé de passer à l'offensive, dans les faits il est plutôt embarrassé par cette déclaration de guerre qui arrive beaucoup trop tôt, car effectivement, il n'est pas prêt. Dans un premier temps, personne ne veut attaquer, donc personne ne bouge, ce qui va bien arranger les affaires des Allemands. À l'automne 1939, les généraux von Manstein et Guderian mettent au point la Blitzkrieg, l'invasion de la France par les Ardennes, réputée infranchissable, avec l'utilisation massive de chars motorisés. Pendant ce temps, Ranke se rend à la frontière avec la France et se rend compte que la plupart des officiers allemands ont en permanence de la pervitine dans leur poche. Il alerte à nouveau ses supérieurs sur l'urgence qu'il y a à encadrer la consommation de cette substance, mais ses demandes restent lettre morte. La pervitine se répand toujours plus dans l'armée et dans la société. D'ailleurs, Ranke lui-même en consomme régulièrement. La pression de la guerre et la surcharge de travail que cela octroie le rendent complètement accro à la pervitine. Car pour lui, travailler 2 jours et 2 nuits sans dormir est devenu la norme. Dans l'armée, de plus en plus d'officiers tendent vers la même dépendance, pour les mêmes raisons. Et dans la population civile, la pervitine continue à toujours plus se répandre pour contrecarrer les petits tracas du quotidien. À tel point qu'à l'automne 1939, l'Office de santé du Reich ne peut plus ignorer le problème. En novembre, le secrétaire d'État à la santé du Reich, Leonardo Conti, impose une ordonnance pour pouvoir se procurer de la pervitine. Mais c'est déjà trop tard. Beaucoup de pharmaciens sont très laxistes sur cette mesure et continuent à distribuer de la pervitine sans ordonnance. Personne ne prend ces mises en garde vraiment très au sérieux et la consommation de pervitine continue à augmenter.
Conti met aussi en garde l'armée, mais il est complètement ignoré. En février 1940, Hitler approuve la Blitzkrieg de von Manstein et les préparatifs commencent. Le 13 avril 1940, une réunion sur les préparatifs sanitaires de l'opération conclut à un usage prudent mais nécessaire de la pervitine. De toute façon, le groupement blindé qui doit mener l'attaque sur les Ardennes s'entraîne déjà à grands coups de pervitine. Cette drogue est devenue une partie intégrante du plan d'attaque. Le 17 avril, un document est transmis aux médecins de l'armée. Cet arrêté, inédit dans l'histoire militaire, intègre la pervitine à l'équipement sanitaire des soldats. Les soldats, qui se fournissaient jusqu'alors en pervitine auprès de leur famille, seront désormais fournis directement par l'armée. Cet arrêté est rédigé par Ranke, qui est lui-même devenu accro à la pervitine. Les usines Temmler tournent à plein régime et fabriquent 833 000 comprimés de pervitine par jour. Et ce ne sera pas de trop, car la Wehrmacht a passé commande pour 35 millions de comprimés. Les doses arrivent en temps voulu, et après un embouteillage de chars inédit, l'offensive est lancée. Dans la nuit du 10 au 11 mai, les soldats prennent leurs comprimés de pervitine et l'armée motorisée se met en marche. Guderian les avait prévenus. « J'exige de vous que vous ne dormiez pas pendant 3 nuits et 3 jours si cela est nécessaire. » Car l'entièreté de cette offensive repose sur la vitesse. Les Allemands ont 3 jours pour atteindre Sedan. Dopés à la pervitine, la Wehrmacht semble ignorer la peur et avance inexorablement, balayant les défenses belges. Et le 3e jour, les Allemands ont atteint la frontière française et sont aux portes de Sedan. Durant ces 3 premiers jours, la plupart des soldats n'ont pas dormi une seule seconde. Et le repos ne sera pas pour tout de suite. Une attaque synchronisée avec l'aviation est lancée sur Sedan. La ferveur guerrière de 1914 était nationaliste. Celle de 1940 est chimique. Mais elle remplit très bien son rôle, et Sedan tombe rapidement, les renforts français arrivant trop tard. Cette défaite de Sedan n'a pas un impact numérique sur les troupes françaises, qui ne perdent que 57 hommes, mais plutôt un impact psychologique. Les renforts sont arrivés trop tard, et les Allemands ne sont pas là où on les attendait. Et cela sera ainsi durant toute la bataille de France. L'historien Marc Bloch, mobilisé en mai 1940, nous raconte cela. S'il reconnaît des défaillances dans l'armée française, il nous dit aussi que les Allemands ne jouaient pas le jeu. Tout au long de la campagne, les Allemands conservèrent la fâcheuse habitude d'apparaître là où ils n'auraient pas dû être. Il nous dit aussi que nos soldats ont été vaincus avant tout parce que nous pensions en retard. Les Allemands, eux, couraient un peu partout à travers les chemins. Il est maintenant évident que la consommation de pervitine par les Allemands joue un rôle essentiel dans ce retard permanent des Français. Après Sedan, Guderian mène son armée au pas de course. Il ne se soucie pas de ses flancs, ni même de s'arrêter dans les villages qu'il traverse. Il ne se soucie pas non plus du ravitaillement, tant que la pervitine et l'essence arrivent à suivre. Et grâce à l'excellente logistique allemande, la pervitine et l'essence arrivent en temps voulu. Rommel de son côté fonce aussi, et il va tellement vite que les ordres de ses supérieurs arrivent en retard. Dans la nuit du 17 mai 1940, sur la route de Solre-le-Château, il tombe sur 3 divisions françaises qui ont établi leur camp pour la nuit. Il n'hésite pas une seule seconde et leur roule littéralement dessus. Il poursuit ensuite une centaine de véhicules et se contente de les pousser dans le fossé à droite ou à gauche pour pouvoir passer. Rommel est en roue libre totale, complètement shooté à la pervitine. Cette anecdote et bien d'autres vont propager le mythe d'une Wehrmacht invincible. Rien ne semble pouvoir arrêter ces Allemands insomniaques. Même l'état-major allemand est surpris. Finalement, la seule chose qui réussira à arrêter les Allemands, ce sont les Allemands eux-mêmes. Hitler n'est pas satisfait de cette rapidité. Il a l'impression de ne plus avoir le contrôle et de ne pas être à l'origine de ses victoires. Et de fait, il n'a pas tort. L'armée est en mode autopilote et avance plus vite que ses ordres. Le Führer va alors chercher à reprendre le contrôle de sa guerre. Guderian de son côté avance toujours. Il se lance le 27 mai à l'assaut de Calais. Les troupes françaises, belges et britanniques finissent encerclées et n'ont plus qu'une seule issue, Dunkerque. Guderian prend à nouveau ses ennemis de vitesse
et pourrait en quelques heures couper cette dernière voie de repli et faire prisonnier près d'1 million de soldats. La situation des Alliés est critique. Finalement, c'est Göring, le numéro 2 du régime nazi, qui vole au secours des Alliés. Accro à la morphine depuis des années, Göring souhaite participer à cette victoire. Il demande à Hitler de faire reculer les Panzers et de le laisser aller bombarder l'armée alliée avec la Luftwaffe. Hitler y voit l'occasion de reprendre le contrôle de son armée et de mettre ses généraux au pas. L'ordre d'arrêt de Dunkerque est envoyé. Guderian ne peut qu'assister impuissant à l'évacuation des Britanniques par 10 000 bateaux de sauvetage. Cela permet au moins à ses soldats de se reposer car une bonne partie d'entre eux est sous pervitine depuis le début de l'offensive. Mais Göring, peut-être embrumé par la morphine, s'est fourvoyé en pensant pouvoir anéantir les Alliés par les airs. La faiblesse de la Luftwaffe a été sous-estimée et même si elle coule plus de 1000 bateaux de sauvetage, le mauvais temps et surtout la Royal Air Force, dont les bases sont beaucoup plus proches que celles des Allemands, font complètement capoter le plan du Reich Marshall. Malgré cet échec, Hitler entend bien mettre son armée au pas et campe sur ses positions. Ce n'est que le 4 juin, après 10 jours d'entêtement, que Guderian est autorisé à entrer dans Dunkerque. Mais bien trop tard. 340 000 soldats britanniques, français et belges ont déjà été évacués. Guderian ne capture que 80 000 Français qui n'ont pas pu embarquer et le matériel britannique. Guderian continue ensuite son offensive, toujours sous pervitine et toujours aussi fulgurante. Ranke rejoint Guderian et l'accompagne sur 500 km et ne peut que constater l'énorme consommation de pervitine par les soldats. Il en profite aussi pour en distribuer à toutes les troupes qu'il croise sur son chemin. Mais de nombreux effets secondaires commencent à toucher les soldats, en particulier les officiers de plus de 40 ans. Plusieurs d'entre eux font des arrêts cardiaques et des syncopes à cause d'une surconsommation de pervitine. Les autres soldats, eux, souffrent de dépression et se sentent nerveux dès qu'ils ne sont plus sous l'effet de la drogue. Mais Ranke ne mentionne aucun de ces effets. Lui qui voulait au début avertir sur les dangers de cette drogue est désormais le dealer de toute la Wehrmacht. La suite de la guerre se conduit dans les mêmes conditions que la bataille de France, sous pervitine, et ce dans tous les corps d'armée. Même si l'on n'a pas de chiffres pour la Luftwaffe, on sait qu'un certain nombre de pilotes de bombardiers prenaient de la pervitine afin de rester bien alertes lors de bombardements nocturnes sur la ville de Londres durant la bataille d'Angleterre. D'ailleurs, le chef de la Luftwaffe, Göring, n'est pas en reste. Les témoignages parlent d'une consommation importante de drogue et d'un mode de vie débauché. Il préfère s'entourer de compagnons de boisson comme Bruno Lorzer ou Ernst Udet plutôt que d'officiers compétents. Même si ce dernier est, après le français René Fonck, le pilote de chasse encore en vie qui comptabilise le plus grand nombre de victoires aériennes homologuées, derrière un bureau, il se révèle complètement incompétent. Ernst Udet est aussi, encore plus que Göring, morphinomane et alcoolique. À tel point qu'il est envoyé en centre de désintoxication en août 1941. Cela permettra au moins à Erhard Milch de remettre un peu d'ordre dans l'aviation allemande, en particulier dans son administration qui est totalement chaotique. Udet finit par se suicider en novembre 1941. En parallèle à cela, en septembre 1940, les Anglais ont connaissance de cette pilule du courage. Ils publient des articles dans lesquels ils affirment que les prouesses de l'armée allemande sont avant tout chimiques. En réaction à cela, Leonardo Conti, qui était déjà très critique vis-à-vis de la pervitine, publie en 1941 avec Ernst Speer un article scientifique mettant en garde contre les dangers de cette drogue. Il faut dire qu'en Allemagne, la consommation mensuelle de pervitine a dépassé le 1 million de comprimés. Son article trouve un écho et il réussit même le 12 juin 1941 à faire passer une loi classant la pervitine comme produit stupéfiant. Mais il est déjà beaucoup trop tard. La population civile s'intéresse plus à son addiction et aux effets positifs de cette drogue qu'à une idéologie qui veut l'interdire. La loi n'a aucun effet et n'est pas respectée et la consommation de pervitine continue à augmenter. Dans l'armée, c'est encore pire. Les soldats sont déjà accoutumés au produit, surtout que le 22 juin 1941, l'offensive contre l'URSS commence. La pervitine est encore très utilisée pour l'opération Barbarossa, mais contrairement à la campagne de France, ici, la Blitzkrieg ne fonctionne pas.
L'immensité du territoire soviétique et la résistance de l'armée rouge rendent presque inutile cet atout pervitine. Dans cette guerre d'usure, la pervitine devient même un handicap. Elle permet certes à des soldats de rester éveillés pendant plusieurs jours, mais après cela, les effets secondaires apparaissent et le soldat devient totalement inutile pendant plusieurs jours. La pervitine repousse la fatigue physique et psychique, mais au bout d'un moment, le corps lâche. C'est donc totalement inadapté à la situation et il vaut mieux dormir quelques heures pour être opérationnel le reste du temps. Pas à 100%, mais opérationnel quand même. Au final, la pervitine sert juste à remotiver les soldats et à mieux supporter l'hiver russe. Le rôle de cette drogue va donc changer. En 1940, elle était utilisée pour monter à l'assaut et conquérir de nouveaux territoires. À partir d'octobre 1941, la pervitine sert surtout à tenir le coup et à survivre. Hors du front de l'Est, elle reste quand même bien utile. En 1942, le croiseur lourd Prince Eugene mouille dans le port de Brest mais risque d'être coulé par l'aviation britannique. Hitler ordonne alors aux croiseurs et à 2 cuirassés de battre en retraite en Allemagne. Problème, pour cela il faut traverser la Manche et donc longer les côtes anglaises. Le commandant allemand distribue alors des comprimés de pervitine à son équipage et dans la nuit du 11 février 1942, largue les amarres. Les équipages allemands des bateaux ont interdiction de dormir pendant 48 heures et doivent rester en permanence sur le qui-vive. L'opération réussit et les navires rejoignent l'Allemagne grâce à la pervitine. La pervitine a perdu son rôle d'atout offensif, mais reste un atout défensif non négligeable. Mais elle ne peut pas empêcher les défaites de 1943 en Afrique du Nord et sur le front de l'Est. En 1944, la situation est toujours plus critique. Les Russes s'apprêtent à reprendre la Crimée, les Anglais bombardent les villes allemandes et les Américains repoussent la Wehrmacht en Italie. En août, les Alliés reprennent Paris et le 11 septembre, les Américains franchissent la frontière du Reich. La pervitine n'aide plus qu'à tenir le coup et à s'enfuir. Une étude a montré que les 2/3 des personnes qui consomment de façon excessive de la méthamphétamine souffrent de psychose au bout de 3 ans. La méthamphétamine et la pervitine ayant le même principe actif, je vous laisse imaginer l'état psychologique de la Wehrmacht en 1944, sachant que certains soldats consomment de la pervitine presque quotidiennement depuis 1940. En novembre 1944, on commence même à expérimenter des combos morphine-pervitine sur les blessés de guerre afin de leur remonter le moral. Mais cela ne suffit pas à soulager ces soldats blessés, épuisés et démoralisés. D'une façon générale, le moral de l'armée est au plus bas et rien ne semble pouvoir le remonter. Mais de façon assez incroyable, les Allemands tentent de mettre au point une drogue miracle, censée apporter la victoire, tout comme les fameuses armes miracles. Au début de l'année 1944, la marine allemande reçoit l'ordre d'intercepter le matériel et les troupes américaines qui sont envoyées en Grande-Bretagne. Leur code secret ayant été déchiffré, les sous-marins allemands doivent s'adapter. Pour que ce plan soit réalisable, les sous-mariniers allemands doivent rester en état d'alerte maximum pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Pour que cela soit réalisable, il faut un produit un peu plus puissant que la pervitine. L'amiral Hay veut aussi utiliser un nouveau modèle de sous-marin individuel, le Neger. Les chances de survie des pilotes de ces appareils sont extrêmement faibles. Il s'agit pratiquement de missions suicides. Pour booster un peu ces pilotes, le docteur de la marine Gerhard Orzechowski propose 10 préparations chimiques, appelées D1 à D10. Ces drogues sont un mélange de cocaïne, de pervitine et de dicodide. Le 18 mars, ces 10 solutions sont expérimentées. C'est finalement la D9, aussi appelée DX, qui se révélera la plus efficace. Elle se compose de 5 mg de caudal, 5 mg de cocaïne et 3 mg de méthamphétamine. Autrement dit, un concentré de tous les produits les plus puissants de l'époque. Le 30 mars, le chef des opérations secrètes de la SS, Otto Skorzeny, rencontre l'amiral Hay afin de discuter de ce nouveau produit. Il quitte cette entrevue avec 1000 comprimés de DX afin de les tester. Mais cette drogue ne se révèle pas aussi efficace que prévu. Ces effets négatifs sont si importants qu'elle handicape beaucoup trop les actions des soldats. D'autres expérimentations seront menées pour créer de nouvelles drogues, mais sans plus de succès que la DX.
Mais afin d'anticiper les effets secondaires et ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs qu'avec l'ADX, l'amiral Dönitz et l'amiral Hay reprennent contact avec Otto Skorzeny. Ils ont besoin de cobayes pour tester leur nouvelle drogue. Skorzeny va alors leur ouvrir les portes du camp de concentration de Sachsenhausen. À partir du 17 novembre 1944 sont expérimentés sur des détenus du camp des pilules qui sont un concentré énorme de cocaïne ou de pervitine. Finalement, 2 produits sortent du lot, des sortes de pâtes à mâcher à base de cocaïne. À la fin de l'année 1944, Dönitz va recruter dans la marine et dans les jeunesses hitlériennes des jeunes âgés d'une quinzaine d'années. Il va leur donner des chewing-gums à la cocaïne et les envoyer dans de petits sous-marins Seehund dans lesquels il est impossible de bouger de son siège pour des missions de 4 jours et de 4 nuits sans dormir et en alerte maximale. La plupart d'entre eux vont mourir noyés. Ces sous-marins qui marchent à la cocaïne continueront d'être envoyés jusqu'en avril 1945. Pour terminer cette vidéo, évoquons un peu la consommation de drogue d'Hitler. Car le docteur Morell ne va pas se contenter de lui faire des piqûres de vitamines. De l'été 1941 à l'automne 1944, Hitler prend ses quartiers dans la Tanière du Loup, un bunker froid et humide. En août 1941, à peine 2 mois après son arrivée, le Führer tombe malade pour la première fois depuis des années. Il exige d'être remis immédiatement sur pied car il doit prendre des décisions le matin même concernant l'offensive contre l'URSS. Le docteur Morell est appelé, mais cette fois, le cocktail miracle à base de vitamines et de glucose ne suffit pas. Il tente alors d'injecter au Führer un mélange de vitamines et de stéroïdes de sa composition, autrement dit, un produit dopant. Mais cela ne suffit toujours pas et Hitler doit tenir le lit. Le lendemain, après d'autres injections, le patient A, comme l'appelle Morell, peut se lever et reprendre ses activités. Après cet épisode, et pour éviter qu'Hitler ne se retrouve à nouveau cloué au lit, le docteur Morell lui fait des injections quotidiennes afin de prévenir toute nouvelle infection. Il n'y a pas de traitement unique et le docteur change régulièrement de produit afin de voir lequel est le plus efficace. La plupart sont des traitements à base de stéroïdes et d'hormones animales. Hitler sert un peu de cobaye. Morell est contraint de sans cesse augmenter les doses, si bien que rapidement, le système immunitaire d'Hitler dépend entièrement des injections du docteur. Ces injections ne sont pas sans conséquences sur le Führer, et peu à peu, Hitler va se couper de la réalité, ce qui va le conduire à prendre des décisions militaires désastreuses. Il ne fait plus de discours publics et l'énergie qu'il tirait des foules semble remplacée par les injections que lui fait le docteur Morell. Et l'accroissement des difficultés militaires à partir de 1942 ne va pas arranger les choses. Hitler va commencer à demander des médicaments de plus en plus puissants afin de mieux surmonter ces difficultés, en particulier après la défaite de Stalingrad. L'état d'Hitler se dégrade à vue d'œil, il paraît vieillissant et de plus en plus sénile. Morell doit lui trouver un remontant plus puissant que son cocktail vitamines stéroïdes hormones. Fin juillet 1943, la défaite de Kursk et la situation critique en Italie empêchent Hitler de dormir et au beau milieu de la nuit, il se met à se tordre de douleur. Les traitements habituels de Morell n'ont aucun effet. Pourtant, le docteur doit remettre Hitler d'aplomb et ce, sans l'abrutir. Il ne lui reste qu'un seul atout à jouer. Il décide de lui injecter de l'Eukodal, un analgésique dont la solution active est un dérivé de l'opium, même s'il sait qu'Hitler risque de devenir accro à ce produit. Mais l'effet est immédiat. Hitler est requinqué, semble rajeuni et est beaucoup plus en forme. D'ailleurs, lors de sa rencontre avec Mussolini le lendemain, tous les témoins décrivent un Hitler exalté. Il ne cesse de parler, si bien que Mussolini ne peut pas en placer une. Le docteur Morell est désormais indispensable à Hitler et reste en permanence à ses côtés. Le Führer va réclamer toujours plus de Kodal, sans cesser pour autant de prendre ses autres traitements. Pour le moment, cela fonctionne et Hitler affiche une étonnante fraîcheur physique et morale. Tout le monde est assez étonné et sort galvanisé d'une rencontre avec un Hitler toujours plus pimpant. Il faut dire qu'à part Hitler et le docteur Morell, personne n'est au courant de la nature des injections que reçoit Hitler. Le Führer affiche toujours un optimisme et une détermination sans faille, malgré les défaites qui s'enchaînent en Afrique du Nord et sur le front de l'Est. Cet optimiste surréaliste fait penser à certains qu'Hitler a en réserve quelques armes secrètes qui pourront retourner la situation. Ils déchanteraient bien vite s'ils apprenaient que cette arme s'appelle Eukodal.
Pour se maintenir au niveau d'un Führer exalté, c'est bientôt toute la tanière du loup qui commence à consommer de l'Ocodal et de la pervitine, le tout fourni par le bon docteur Morel. La consommation de drogue du Führer, bien que secrète, commence à devenir contagieuse. Au début de l'année 44, l'avancée inexorable de l'armée rouge force la Wehrmacht à battre en retraite, ce qui n'est pas du tout du goût d'Hitler. Le docteur Morel est obligé de lui faire toujours plus d'injections de tranquillisants et de caudal afin que le Führer garde son calme et supporte la situation. Le docteur Morel de son côté est totalement épuisé car il doit désormais s'occuper, en plus du Führer, de tout le gratin du Troisième Reich et de ses alliés. Eva Braun par exemple est le patient B, Mussolini, le patient D et Ribbentrop, le patient X. Les effets secondaires de toutes les drogues qu'Hitler prend commencent à se faire sentir. Le Führer paraît de nouveau vieillissant et commence à marcher voûté. Et lorsqu'il est sous l'effet de l'Ocodal, il délire toujours plus et se perd dans des discours en dehors des réalités. Le midi du 6 juin 1944, lors de la réunion d'état-major, Hitler affiche un visage radieux alors que les Alliés viennent de débarquer en Normandie. Et lors du dîner qui clôture cette réunion, il se lance dans un monologue vantant les bienfaits de l'éléphant qui, comme lui, est un animal fort et végétarien. Le soir, il ne croit toujours pas au débarquement en Normandie et pense toujours qu'il s'agit d'une diversion. Le 20 juillet 1944, à 12h42, lors de la réunion d'état-major, une bombe explose. Hitler n'est que légèrement blessé, mais il vient d'échapper au plus important attentat le visant. Cet attentat aura de nombreuses conséquences, et ici on va surtout s'intéresser aux conséquences pharmacologiques sur le dictateur. Hitler étant sous Eukodal lors de la réunion, l'attentat ne semble pas beaucoup l'atteindre et il ne laisse paraître aucun signe de douleur. Morel lui fait une nouvelle injection et 2 heures après, le Führer est à la gare pour recevoir Mussolini. Mais en réalité, ses 2 tympans sont percés et de fortes douleurs apparaissent dans ses bras et dans ses jambes en fin de journée lorsque le produit ne fait plus effet. Hitler sort profondément affaibli de cet attentat et dans les semaines qui suivent, tout le monde le décrit comme un homme fatigué, courbé et au teint pâle. Pour ces tympans, Hitler consulte un spécialiste, le docteur Erwin Giesing. Morel et Giesing se détestent et le spécialiste Ottorino n'est pas au courant des injections que le docteur Morel fait au Führer. De son côté, Giesing donne de la cocaïne à Hitler afin d'atténuer la douleur causée par les lésions de ses tympans. Ce remède n'est pas exceptionnel en soi car à cette époque, on ne dispose pas de beaucoup d'autres alternatives pour une anesthésie locale. Entre le 22 juillet et le 7 octobre 1944, le temps que ses conduits auditifs soient rétablis, le Führer prend à une 50aine d'occasions de la cocaïne. Mais Hitler insiste pour continuer le traitement. C'est d'ailleurs sous cocaïne qu'il prend en septembre la décision de relancer l'offensive sur le front de l'Ouest par les Ardennes. Giesing commence à s'inquiéter des effets de la cocaïne qui renforce la mégalomanie du dictateur et empêche toute remise en cause. Finalement, Hitler réussit à se passer de la cocaïne à partir de mi-octobre en ayant recours à d'autres psychotropes. Et tout cela en plus des injections de caudal faites par le docteur Morel qui continuent et n'ont d'ailleurs jamais cessé. Il reçoit en moyenne une injection tous les 2 jours. À l'automne 44, en plus d'être indispensable, Morel est l'homme de confiance d'Hitler. Et il le lui rend bien. Morel ne divulgue à personne la nature des injections qu'il fait à Hitler, pas même aux autres médecins, comme on l'a vu avec l'exemple de Giesing. Mais beaucoup jalousent la position de Morel et commencent à comploter contre lui pour le faire tomber. L'état du Führer continue à se dégrader, si bien que Morel est accusé de l'empoisonner. Mais le médecin manœuvre habilement et les accusations sont balayées par Hitler lui-même. Giesing et le chirurgien d'Hitler sont renvoyés au quartier général et Morel reste seul à s'occuper du Führer. L'affaire est close. En cette fin d'année 44, si Hitler réussit encore à tenir le coup, c'est grâce aux injections du docteur Morel. Depuis l'automne 41, Hitler n'a pratiquement pas connu un seul jour de sobriété. Les stupéfiants maintiennent Hitler dans ses illusions et dans sa folie. Morel n'est pas aveugle, il se rend bien compte que l'état du Führer se dégrade, et ce de façon irrémédiable. Il est de plus en plus pâle et émacié, et ses tremblements sont presque impossibles à cacher. Dès que les effets de l'Eukodal commencent à se dissiper, les tremblements du Führer reviennent. En plus de cela, les effets des injections que reçoit le Führer durent de moins en moins longtemps,
et ses veines sont tellement ravagées que Morel peine à lui faire de nouvelles injections. Morel ne peut plus quitter son patient, ce qui, dit-il, le fait beaucoup souffrir car il doit mettre le reste de sa vie de côté. Hitler lui interdit même de se rendre aux funérailles de son frère. Morel ira quand même et ne subira aucune remontrance. Hitler a trop besoin de lui. Entre-temps, Hitler a dû quitter la tanière du loup en raison de l'avancée de l'armée rouge. Et le 16 janvier 1945, il s'installe dans le Führerbunker à Berlin. La seconde offensive des Ardennes et la dernière grande offensive de la Luftwaffe ayant échoué, tout semble perdu. À partir de janvier 1945, Morel cesse de donner de l'Eukodal à Hitler. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais il est possible que ce soit à cause de l'avancée des Alliés qui détruisent ou capturent les usines de production de l'Eukodal. Et effectivement, avec l'avancée des Alliés et l'intensification des bombardements, Morel ne semble plus avoir grand-chose sous la main. Dans une ville de Berlin qui commence à tomber en ruine, se procurer des médicaments devient de plus en plus difficile, et pas seulement pour le docteur Morel. Pour soulager le Führer, il ne peut plus lui injecter que des vitamines et des hormones animales, bien insuffisants. Au cours du mois de février, des symptômes de manque apparaissent chez Hitler. Ses tremblements sont de plus en plus importants et son état physique se détériore encore. Les douleurs reviennent, le Führer est à fleur de peau, épuisé, et ses défenses immunitaires sont presque inexistantes. Il devient paranoïaque, voit des complots partout et pique de plus en plus de colère. Des maux de tête apparaissent et il a énormément de mal à se concentrer. Durant cette période, Hitler prononce beaucoup de condamnations à mort sur un simple coup de tête et se venge de n'importe qui. En avril, la Vitamultine, ce concentré de vitamines que Morel injecte au Führer depuis des années, vient à manquer. Il lui injecte alors ce qu'il reste d'obscures substances dont personne n'a entendu parler, comme la strophantose ou le bétavion fort. Finalement, le 21 avril 1945, Morel ne servant plus à rien sans ses produits, Hitler le congédie et il quitte le bunker. Il réussit à prendre l'un des derniers avions encore en état et quitte une ville de Berlin en proie au combat et aux flammes. Il atterrit tant bien que mal au sud de Munich et rejoint son laboratoire de recherche dans la région de Berchtesgaden. Pendant plusieurs jours, à moitié fou, il vaque à ses occupations comme si de rien n'était. Il finit par être capturé par les Américains en mai. Il est emprisonné 2 ans avant d'être relâché en 1947. Obèse et en mauvaise santé, il meurt le 26 mai 1948 dans un hospice. Göring, lui, est arrêté par les Alliés avec un bagage contenant 24 000 comprimés d'opioïdes. Il prend alors 20 fois la posologie normale. Il finira par se suicider le 15 octobre 1946. Quant à Hitler, sa dernière préoccupation est de savoir si ces tremblements incontrôlables risquent de l'empêcher de se tirer une balle dans la tête. Il réussit finalement à se suicider le 30 avril 1945. Les ravages de ce toxicomane sont enfin terminés. Ou presque. À l'annonce de sa mort, des dizaines de milliers de personnes se suicident dans toute l'Allemagne. Les drogues sous le Troisième Reich ont été l'instrument d'une mobilisation artificielle. Mobilisation du peuple tout d'abord, qui grâce à la pervitine a retrouvé une ferveur et une joie de vivre artificielle. Mobilisation de l'armée ensuite, que la pervitine a aidé à accomplir des actes militaires incroyables. Et mobilisation du Führer enfin, que la drogue a maintenu en état le plus longtemps possible. Mais il ne faut pas voir la drogue comme la raison de tout cela, ni même comme le facteur principal. Ces drogues n'ont fait qu'exacerber des éléments déjà présents. De même, la drogue ne peut pas justifier le comportement d'Hitler. Si elle lui embrume l'esprit et le maintient en dehors de la réalité, Hitler est conscient de ce qu'il fait et parfaitement responsable de ses actes. Jusqu'à la fin, il a agi froidement et en toute conscience. Les nazis ne sont pas les seuls à avoir utilisé la drogue. Les Alliés, par exemple, prenaient régulièrement de la benzédrine, même si cette substance est moins forte et moins toxique que la pervitine. Les nazis ne sont pas non plus les seuls fanatiques à consommer de la drogue. Récemment, les djihadistes de l'État islamique tournaient à la phénéthyline, aussi appelée Captagon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous le voyez, j'essaie un petit peu de varier les sujets, mais ne vous en faites pas, on reviendra bientôt dans la Rome antique. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter et à vous abonner afin d'aider au référencement de la chaîne.
Et en attendant la suite, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.